Sur la télévision Labari, merci d'être avec nous en ce mercredi 8 octobre pour un point de l'actualité dont en voici le sommaire. Après les mois, les larmes et le recueillement, l'hommage solennel de la République du Niger pour ses 9 soldats tombés sur le champ d'honneur au Mali. De l'accueil des dépouilles mortelles à l'enterrement en passant par l'oraison funèbre, soyez avec nous pour le compte rendu de ces douloureux et mémorables moments. Le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CBLT sur la sécurité dans le bassin tenu hier mardi à Niamey. Nous en parlions hier et nous y revenons ce soir pour la cérémonie de clôture. Après le sommaire, voyons donc les détails. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. L'hommage, dis-je, de la République aux 9 soldats tombés sur le champ d'honneur au Mali. Solennel, si grand et si vibrant. C'est l'actualité du jour. Alors, au départ de la cérémonie, ce matin, la base aérienne 101 de Niamey, où les dépouilles mortelles des valeureux soldats ont été accueillies en présence du président de la République, chef de l'État, chef suprême de l'armée. Il eut d'abord l'émouvante cérémonie de présentation des soldats tombés sur le champ d'honneur, Michel Didi et Sadoudoumi. Ils ont été tous élevés au grade supérieur à titre posthume. Il s'agit de l'adjudant Edoui Weifan du bataillon de quartier général, marié à 2 épouses et père de 7 enfants. Du sergent Salamou Haruna du 1er bataillon, parachutiste, marié à 2 épouses et père de 8 enfants. Le sergent Sanous Maman Issa de la compagnie de commandement d'appui et de service qui est mort célibataire. Le caporal Jacob Chérif du bataillon d'intervention et de commandement des opérations spéciales qui est aussi décédé célibataire. Le maréchal de logis chef Oumarou Jubo de la gendarmerie nationale également célibataire. Le maréchal de logis chef Moutari Koula de la gendarmerie nationale qui laisse derrière lui une veuve et 2 enfants. Le maréchal de logis Issoufou Seydou de la gendarmerie nationale qui était dans le célibat, de même que le maréchal de logis Issa Yazi Yakouba de la gendarmerie nationale. Le brigadier Ahmed Mohamed de la garde nationale est lui marié et laisse derrière lui une veuve et 4 orphelins. Ils ont tous été décorés à titre posthume de la Croix de vaillance du Niger et du Mali par le ministre de la Défense nationale du Niger et son homologue malien. La sécurité dans le bassin du lac Tchad en proie aux attaques sanguinaires des activistes du groupe Boko Haram à l'origine d'un sommet des chefs d'État hier à Niamey. Nous en avons fait l'écho, souvenez-vous, et puis nous y retournons ce soir pour un bilan du sommet et bien d'autres détails. Voyons cela. Il est ressorti de cette réunion de Niamey 4 annonces importantes. La préparation d'un projet de résolution qui va être présenté au Conseil de sécurité de l'ONU et à l'Union africaine pour mettre en place un cadre juridique pour mieux mener la lutte contre Boko Haram. L'élaboration d'une stratégie de lutte contre cette secte islamiste, la finalisation de la mise en place de la force mixte multinationale des pays membres de la CBLT avant le 20 novembre prochain et enfin la demande faite au Bénin de déployer un bataillon sur sa frontière avec le Nigeria pour parer à d'éventuels assauts de la secte Boko Haram. Présent à la rencontre, le président béninois a aussitôt répondu à l'appel et de façon favorable. Le Bénin n'est pas totalement à l'abri et qu'à tout moment, eh bien, le Bénin peut être attaqué. Donc, vu sous cet angle, les intérêts du Bénin sont concernés et de ce point de vue, s'il y a une question de vie ou de mort, nous sommes partie prenante de la sous-région. Nous allons répondre à l'appel de la conférence, de cette conférence extraordinaire. Il est fort probable que dans le cadre de la stratégie qui sera élaborée et dont les contours ont naturellement été tus par les chefs d'État,
Il est probable donc que le Nigeria, où sévit le plus cette secte Boko Haram, ouvre ses frontières aux éléments de la force multinationale, a assuré le président Goodluck Jonathan. La même assurance d'une coopération parfaite a été donnée par Idriss Déby Itno du Tchad. Toute chose qui a réjoui l'hôte de la rencontre, le président nigérien Issoufou Mahamadou. J'ai été très heureux d'accueillir la réunion du sommet extraordinaire des chefs d'État des pays membres de la CBLT élargie au Bénin. Je voudrais, mes chers frères, vous remercier sincèrement d'avoir fait le déplacement de Niamey. Je vous remercie particulièrement pour la qualité de vos contributions respectives dans la réflexion que nous avons menée ensemble sur ce grave problème sécuritaire que constitue pour nous Boko Haram. À l'issue de nos discussions, nous venons de prendre d'importantes décisions dont la mise en œuvre consacrera des pas significatifs dans le sens de l'objectif de notre victoire contre le terrorisme dans notre espace. Retour donc à l'hommage plutôt réservé aux 9 soldats nigériens tombés sur le champ de l'honneur. La seconde étape, dis-je tout à l'heure, de cette cérémonie fut la morgue de l'hôpital national de Niamey pour les obsèques. Autre moment douloureux dans l'émotion, les larmes et le recueillement, nous rapportent Michel Didi et Sadoudoumi. Ils sont au total 4 militaires, 4 gendarmes et un garde à payer de leur vie le combat pour la libération du Mali contre le terrorisme sous la bannière de la MINUSMA. En cette circonstance particulièrement tragique ayant fait objet de la convocation d'une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU ce mercredi, c'est le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies au Mali qui est venu honorer la mémoire de ces 9 casques bleus du contingent nigérien. Nous sommes profondément bouleversés et meurtris dans nos chairs, tant la nouvelle du vendredi 3 octobre résonne encore de toute sa puissance en chacun de nous. Ce jour-là, les ténèbres se sont abattues à nouveau sur le nord du Mali et en particulier à Ménaka pour arracher brutalement à la vie 9 valeureux casques bleus du contingent nigérien. Déployés au nord du Mali, ces hommes, ces frères, œuvrait avec dévouement à la protection des populations civiles très affectées par de longs mois de violences aveugles et meurtrières. Soyez assurés également que ce crime abject ne restera pas impuni. Aux côtés des forces de défense et de sécurité de la République du Mali, nous traquerons sans répit les auteurs responsables de cette ignominie. Et un jour viendra où ils devront rendre compte de leurs actes devant la justice. Au gouvernement du Niger, en particulier au président de la République, chef de l'État, j'exprime ma gratitude, car en dépit de cette Monsieur le Président, vous avez réitéré votre intention de demeurer engagé auprès du peuple frère du Mali et de la MINUSMA, illustrant ainsi votre détermination à poursuivre le combat en faveur de la paix dans la région et à vous dresser sans faille contre l'obscurantisme. En prenant la parole à son tour, le ministre de la Défense nationale a rendu au nom du peuple nigérien et du gouvernement un ultime et vibrant hommage aux défunts avant de marteler qu'ils sont les victimes d'un acte lâche et d'une violence intolérable et inacceptable. Soldats de la paix, vous êtes tombés au champ d'honneur dans votre quête devenue aujourd'hui traditionnelle
de protéger et défendre les valeurs démocratiques et de sauver l'homme partout où sa vie, sa survie et ses biens sont menacés. Vous êtes tombés au champ d'honneur dans la région de Gao, où sous la bannière des Nations Unies, notre pays, le Niger, à l'instar des pays de la sous-région, s'est engagé à participer au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilisation du Mali. Incontestablement, la République du Niger, l'ONU et le Mali retiendront que vous avez servi avec abnégation, courage, humanisme et professionnalisme, qualités exceptionnelles que vos frères d'armes vous ont toujours reconnues. Vos noms seront inscrits en lettres d'or sur le registre de l'histoire. Les circonstances dramatiques qui vous ont arraché brutalement à l'affection de vos familles respectives, à celle de vos amis et frères d'armes, à notre affection, rappellent encore une fois la noblesse de votre sacerdoce, qui conduit parfois au sacrifice ultime tel que vous venez de le consentir. Vous vous êtes ainsi sacrifié pour la paix et la sécurité avec l'élan qui a été le vôtre. Nous transformerons cette peine en une énergie nouvelle pour entretenir la flamme de votre idéal. Aussi, nous puiserons dans votre ultime générosité la force nécessaire pour continuer notre combat quotidien pour la liberté et la démocratie. Après la prière dite pour le repos des âmes des disparus, le président de la République a présenté ses vives condoléances attristées aux membres des familles éplorées. Un cortège funèbre a été ensuite mis en place pour transporter les dépouilles mortelles des 8 défunts musulmans au cimetière musulman de Yantala où ils ont été tous inhumés. Que Dieu et leurs âmes en pitié, Michel Dedi. Après l'enterrement des 8 casques bleus nigériens ce matin donc au cimetière musulman de Yantala, l'hommage s'est poursuivi cet après-midi même où le 9e casque bleu nigérien, le caporal Jacob Chérif de confession chrétienne, a été inhumé au cimetière chrétien du quartier Terminus. Retrouvons Michel Dedi et Sadou Doumi pour ce dernier compte-rendu. C'est le même que hier, aujourd'hui et C'est également en présence du Père de la Nation qui ne saurait faire de différence entre les fils de la République, surtout en pareille circonstance que se sont déroulées les obsèques du seul défunt chrétien ayant combattu aux côtés de ses compagnons d'armes pour défendre la même cause. Merci Éternel parce que tu es le Dieu de la paix. Parce que tu t'appelles toi-même le Dieu de la paix. Merci parce que Seigneur, c'est toi qui as donné et c'est toi qui as retiré. C'est toi qui donnes la vie. Tu as donné la vie à Jacob et tu l'as retiré aujourd'hui, Seigneur, et depuis même le vendredi. Au moment même où toute l'Église porte son amour vers lui, au moment où toute l'Église prie pour la paix dans le Niger, pour la paix en Afrique, pour la paix dans le monde entier. Après les condoléances reçues, les parents, amis et proches du caporal Jacob Chérif l'ont accompagné dans l'après-midi au cimetière chrétien de Niamey où il a trouvé sa dernière demeure. Toute notre compassion, Michel Dedi. Ce sont 12 heures de grève depuis ce matin pour le syndicat national du personnel des administrations chargées des mines et de l'énergie. C'est presque le statu quo. Bon nombre de leurs revendications restent encore non satisfaites en dépit du dépôt de leur préavis de grève le 30 septembre dernier, on s'en souvient, et nonobstant leur point de presse d'hier, mardi 7 octobre. Faisons le point avec Youssouf Omar et Ibrahim Abdou. La ferveur habituelle qui anime les ministères des Mines et de l'Énergie s'est estompée ce mercredi 8 octobre. Pour cause, la grève de 72 heures entamée par le syndicat national du personnel des administrations chargées des mines et de l'énergie, Sympamine. Parking auto désert, bureau fermé, un mot d'ordre bien suivi à la grande satisfaction du syndicat.
Le constat est encourageant parce qu'il n'y a aucun agent qui est venu au service. Vu ce que nous vivons, tout le monde a pris conscience. Vraiment, ça a été suivi à 100%. Les points de revendication sont de 3 ordres. Les statuts particuliers, dont certains agents en bénéficient. Les régimes indemnitaires, dont certains agents aussi de l'administration publique en bénéficient. Et le problème des ristournes, dont nous vivons à chaque instant. Aussi, le syndicat dénonce la malgouvernance qui gangrène les ministères des Mines et de l'Énergie. Nous avons une mauvaise gestion. On a 2 fonds, le fonds recherche pétrolière et le fonds recherche promotion minière. Donc ces fonds-là sont mal gérés parce qu'il y a des choses qui sont prévues sur le budget national qui sont soutirées sur ces fonds. Et ce fonds-là est destiné uniquement pour la formation des agents. En plus de cela, nous constatons une fuite des investisseurs. Il y a 2 ans de cela, nous étions à 150 permis de recherche, au moins une quarantaine de sociétés. Maintenant, nous sommes à moins de 50 permis de recherche, donc au moins 5 à 6 sociétés. Cela veut dire qu'il y a un recul pour le pays d'abord, parce que ça jugule le problème de l'emploi. Ces sociétés, quand ils viennent, ils recrutent les Nigériens. Énième grève et toujours pas de suite favorable. Malgré tout, il n'y a pas de raison pour arrêter la lutte, conclut le Sempamine. Makalondi, dans l'extrême ouest nigérien, en territoire gourmandier, une commune rurale à la réputation transfrontalière et où nos reporters ont récemment posé leurs valises. Ce soir, ils nous amènent à sa découverte en tout ce qu'elle renferme de potentiel et de charme, et parfois jusqu'au pittoresque. Adam Ousmana, Ibrahim Abdou. Makalondi, signifiant en gourmandement le trou abritant des singes et qui veut dire en peul, selon certaines sources, ce lieu n'a jamais manqué de chasseurs. Était jadis une petite bourgade gourmandier dont le premier habitant serait venu d'un village environnant dénommé Tchétchi. Cette bourgade située à l'extrême ouest du pays fut érigée en commune rurale en 2009 sur une superficie de 2538 km² avec 73 000 habitants. C'est une commune rurale qui est limitée à l'est par la commune rurale de Guéladio au Niger, au nord par la commune rurale de Toroud au Niger bien sûr, et au sud et à l'ouest par le Burkina Faso. En termes d'activité que la commune, la population de la commune fait, c'est l'agriculture, l'élevage, le petit commerce. À côté, il y a l'orpaillage. Là, je vais dire l'exploitation de l'or de manière artisanale. En termes de recettes pour la commune, c'est comme toutes les autres communes. La loi nous a conféré un certain nombre de taxes dont nous sommes habilités à percevoir. En premier lieu, il y a la taxe municipale qui est normalement la principale source de chaque commune. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle les taxes directes, les taxes indirectes que nous percevons pour la vie de la commune. La commune rurale de Makalondi, qui a vu son premier conseil fort de 14 membres installé le 16 juillet 2011, fait de nos jours face à un mal qui gangrène la quasi-totalité des municipalités du pays. En termes d'incivisme, ça c'est quelque chose que nous vivons. Quand nous prenons le paiement de la taxe municipale, les gens ne payent pratiquement pas, en tout cas ici à Makalondi. En ce qui concerne les autres taxes que nous percevons, là aussi le pourcentage de réalisation n'est vraiment pas satisfaisant. Pour vous dire que c'est un réel problème que nous vivons. Mais malgré ça, nous continuons à sensibiliser la population puisque nous estimons que c'est parce que les gens n'ont pas compris qu'ils ne s'adonnent pas à la vie active de la commune. Parce que le jour où tout le monde va comprendre que quand on parle d'une commune, c'est une affaire de tout le monde, c'est sûr que les gens vont s'y mettre. Pour le moment, ce que nous faisons, c'est la sensibilisation pour amener les gens à connaître c'est quoi réellement la commune. Effectivement, il y a des gens qui comprennent, mais il y a d'autres qui ne comprennent pas cela.
Vous n'êtes pas sans savoir que l'analphabétisme, les gens sont tellement illettrés. Donc tout de suite amener les gens à comprendre le bien fondé d'une commune, c'est très très difficile, mais nous sommes en train de faire. Une situation qui doit interpeller les populations de cette entité administrative à plus de civisme afin de doter leur municipalité de ressources lui permettant de faire face à de nombreux défis, notamment sécuritaires, pour le bien-être de la population. Et fin de ce journal, merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain, si Dieu le veut, pour un autre point de l'actualité. Au revoir.